Il est maintenant 18h30 en Europe, 12h30 au Québec, et c'est le moment du rendez-vous avec Pierre Lessard. Un rendez-vous en toute humilité, un rendez-vous en toute simplicité, un rendez-vous pour vous offrir mon regard, ma vision, mes sensations, pour créer des pistes pour favoriser un mieux-être. Le but de notre rencontre, c'est que vous posez des questions qui sont en relation avec votre parcours de vie. Un parcours d'éveil, un parcours d'amour, un parcours de conscience, un parcours spirituel. Sur le parcours, l'on vit de grandes joies et il y a aussi des obstacles, il y a des entraves, il y a des heurts, il y a des difficultés. On est ensemble pour essayer de éclairer des pistes qui facilitent le parcours, qui donnent un sens aux difficultés. Alors, vous posez vos questions, je vous offre très humblement des réponses, des stimulations pour donner un sens à ce que vous vivez et faciliter vraiment la transcendance des difficultés. Alors, ces rendez-vous avec Pierre Lessard, vous retrouvez aussi la rediffusion, le replay de Rendez-vous avec Pierre Lessard sur symphonie.life dans la section Symphonie avec amour. Symphonie avec amour, c'est la section dans laquelle on met tous les enseignements, toutes les guidances qui vous sont offertes gracieusement, gratuitement. Alors, vous avez à vous inscrire, à vous abandonner, c'est gratuit, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci et vous aurez accès alors à tout ce qui vous est continuellement offert, donc toutes les rencontres. Alors, vous pouvez réécouter tout aussi souvent que vous le souhaitez. Alors, vous inscrivez vos questions dans la section chat. C'est là que je vais retrouver vos questions. Donc, attention, pas dans question and answer, le Q&A only. Placez vos questions dans le chat. Commencez vos questions avec 3 points d'interrogation et terminez-les avec 3 points d'interrogation, de telle sorte que je puisse les identifier à travers les différents commentaires, les gens qui arrivent et les gens qui partent. Alors, il y a déjà des questions et on va commencer notre rencontre comme ça avec Denise qui nous dit « Comment être plus engagé envers moi-même? Je commence des choses et je passe à d'autres choses trop souvent dans ma vie. » Eh bien, c'est intéressant, Denise, cette question parce qu'évidemment, il y a beaucoup de personnes qui vivent le même phénomène. La première question à se poser avant de trouver une solution, c'est qu'est-ce qui fait que vous passez à autre chose? Vous passez à autre chose parce que vous ne sentez pas l'élan, vous ne sentez plus l'élan, vous commencez quelque chose. Alors, vous le commencez pourquoi? Vous commencez parce que ça répond à un élan, ça répond à une stimulation en vous, ou bien vous commencez parce que vous avez l'impression que ce serait bon, ou bien parce qu'il le faut. Très souvent, on s'influence les gens mutuellement et on a l'impression qu'on a à faire ceci, on a à faire cela. Et ça fait en sorte que des personnes commencent quelque chose et le terminent. Un autre élément, c'est que l'on n'a pas nécessairement le sens profond de ce qu'on commence. Est-ce que ce que l'on commence a un sens pour vous? Est-ce que ça contribue à votre parcours vers un but ou vers un objectif? Voilà, c'est ça, c'est très important. Eh bien, ça nous amène à savoir, est-ce qu'on a fixé nos buts, nos objectifs, ou est-ce qu'on s'en va en d'autres termes? Parce que on se rend compte qu'on commence des choses et on peut les continuer ou on peut les arrêter, comme vous dites. Et pourquoi? Et quel est le lien entre ce que vous commencez et les buts que vous poursuivez ou l'objectif de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez atteindre dans cette vie vous permet de tracer des buts à long terme, à moyen terme et à court terme, hein. C'est ça que je propose souvent. Vous avez un objectif de vie. Qu'est-ce que vous voulez atteindre d'ici la fin de votre vie? À la fin de votre vie, par exemple, vous voulez atteindre un état de, de, de paix profonde, continue et permanente. Alors, vous avez peut-être plusieurs objectifs. Eh bien, ces objectifs-là vous permettent d'établir des buts à long terme, à moyen terme et à court terme.
Et donc, ce que vous choisissez d'être, ce que vous choisissez de faire dans votre vie, bien, doit répondre à qui vous êtes et à la fois à ce que vous voulez atteindre. Alors, c'est une des choses qui fait que on abandonne. On abandonne parce que ça répond, ça ne vous amène pas vers un but, ou bien parce que vous n'avez pas identifié le but auquel cela contribue, ou bien le but auquel ça contribue n'est pas un de vos buts. Ça, c'est un élément important. Donc, une des premières choses, c'est, voyez, votre structure, objectif, but, long terme, moyen terme, court terme, ça va vous aider à maintenir quelque chose parce que si ça vise un but, ça a un sens. La deuxième chose, c'est est-ce que cela crée une joie ou est-ce que cela crée autrement, à l'opposé, de la culpabilité? Quand ça crée de la culpabilité parce que on est moins assidu dans ce qu'on choisit de faire, eh bien, il y a tendance à lâcher. Je vous explique. Prenons quelque chose de très terre à terre. C'est l'été, bientôt les vacances. Eh bien, plusieurs personnes veulent perdre du poids, donc ils font une petite diète. Choisissent une diète. Alors, lorsqu'il y a un défaut dans la diète, un défaut de suivre le parcours, autrement dit, on triche un peu sa diète, eh bien, la personne triche une fois, deux fois, et ça crée une culpabilité. Alors, parce que ça crée une culpabilité, c'est désagréable. Alors, ça fait en sorte que la personne lâche la diète. Bien, il faut voir ça dans les différents éléments de votre vie. Vous commencez quelque chose et si vous le faites avec un peu moins d'assiduité ou avec un peu moins d'intensité, est-ce que ça vous donne la sensation d'être coupable face à vous-même? Ou coupable face aux gens à qui vous avez dit je vais faire ça. Eh bien, si ça crée une sensation de culpabilité parce que vous n'avez pas la même intensité, parce que vous trichez, parce que vous prenez une petite pause, eh bien, vous aurez tendance à lâcher la chose. Donc ça, c'est très important de faire en sorte que vous créez, vous choisissez des éléments dont vous pouvez choisir le rythme sans vous sentir coupable. C'est votre choix. Vous entreprenez des choses, voyez les différents rythmes qui sont justes pour vous. Alors, quand vous entreprenez quelque chose, c'est intéressant de vous dire, tiens, j'ai différents rythmes possibles et je m'autorise à prendre une pause. Vous allez avoir moins tendance à abandonner parce que si vous vous autorisez pas à prendre de pause et que vous en prenez, eh bien, vous vous sentez coupable et vous avez tendance à abandonner pour ne pas vous sentir coupable. Alors voilà, je vous ai donné deux éléments. D'abord, voyez si ça correspond à un but, voyez ce que vous entreprenez, si ça fait sens dans votre vie, si ça vous correspond, parce que des fois, des gens commencent à faire des choses qui correspondent aux autres parce que les autres le font, mais ça ne leur correspond pas. Et j'ajoute une troisième, eh bien, est-ce que cela vous apporte de la joie? Et le pendant de ça, faites en sorte de vous autoriser à différents rythmes pour pas que ça vous crée de culpabilité. Est-ce que ça fait sens, Denise? Chantal nous dit que signifient les métavers. Donc, métavers est une expression que j'ai utilisée dans Unis pour l'humanité, dans notre rencontre précédente. Alors, je parle de tout ce développement dans lequel se dirige aussi Facebook et toutes les grandes organisations que vous connaissez. Donc, même le nom de Facebook se transforme pour Meta. Alors, tout ce monde, c'est le monde parallèle, c'est le monde virtuel. Alors, sans entrer dans des explications très longues, je peux vous dire que là, ce qui est en développement énormément, c'est le monde virtuel. Vous savez qu'il y a quelques applications, les gens mettent des lunettes et se sentent dans l'application. On voit ça beaucoup pour le vidéo. Toutefois, ce qui est en train de se développer, c'est vraiment tous les mondes virtuels dans lesquels éventuellement il n'y aura plus besoin de lunettes parce que ça va être connecté directement avec nos neurones. On pourra entrer dans des réalités parallèles. Par exemple, vous voulez aller voir un concert, plutôt que vous déplacer, vous allez dans une application et non seulement vous voyez le concert sur votre écran, mais vous êtes au concert, vous vous sentez là, vous êtes dans
si vous voulez, dans une forme de clone virtuel et vous êtes dans la salle, vous êtes dans la salle de spectacle avec des gens autour de vous, le concert qui est là, vous avez vraiment la sensation d'y être physiquement. Et puis par la suite, si vous allez visiter Rome, eh bien, vous allez dans une autre application et vous allez vous sentir à Rome, déambuler dans les rues de Rome vers les différents sites extraordinaires et incroyables de Rome. Le métavers, c'est tout le monde parallèle, virtuel, avec une économie virtuelle. Par exemple, vous pourrez vous acheter un t-shirt quand vous allez au concert dont je parlais et le porter lorsque vous allez visiter Rome. Donc, il va y avoir la monnaie virtuelle. Hein, tout ça, c'est déjà en place. Il y a déjà des monnaies virtuelles, mais là, il va y avoir toute l'économie virtuelle. Tout ça est en train de se développer de façon majeure. Voilà le métavers en quelques mots, évidemment, très résumé. Véronique nous dit « Je suis bloqué dans toutes les sphères de ma vie. S'agit-il d'un programme de sabotage karmique ou transgénérationnel ou d'un passage initiatique? » Eh bien, il peut s'agir de tout ça d'ailleurs. Le blocage peut être associé à un passage initiatique. Quand c'est toutes les sphères de votre vie, donc tous les chapiteaux, et c'est intéressant de les nommer, Véronique, eh bien, il y a quelque chose de majeur, c'est certain. Alors, quand je dis c'est important de les nommer, moi, j'appelle ça des chapiteaux. Par exemple, il y a le chapiteau professionnel, le chapiteau familial élargi, le chapiteau relationnel plus intime, le chapiteau des activités parallèles, des loisirs, etc. Alors, regardez tout ça, regardez votre santé dans chaque chapiteau, parce que quand vous êtes au travail, comment est votre santé physique, votre santé psychique, votre santé énergétique. Alors, quand vous dites bloqué partout, c'est vraiment énorme. Ça veut dire que, est-ce qu'il y a vraiment des blocages au niveau physique? Vous voyez tous les aspects. Quand c'est partout, vraiment, il y a un appel à ce qu'il y a des éléments majeurs qui se transforment. Ce qui est important de réaliser, c'est que si ça bloque partout, c'est que parallèlement, vous avez les moyens de débloquer cela. Les moyens de débloquer, c'est le changement. Et ça, j'en parle à chacune de nos rencontres. Le changement, ça ne bloque pas pour rien. Il y a quelque chose qui a besoin de changer. Imaginez que vous êtes un ruisseau qui dévale la montagne pour se rendre jusqu'à l'océan et que tout à coup, il y a des pierres qui bloquent votre passage. Si ces pierres sont minuscules, eh bien, votre énergie de vie les emporte avec elle et les tasse. Si ces pierres sont majeures, eh bien, vous les contournez. Le ruisseau ne s'arrête pas, il se laisse contourner, il continue la route. Donc, s'il contourne, il fait un changement. Donc, quelque chose bloque votre route. Ça peut être vraiment des éléments karmiques, transgénérationnels. Eh bien, ça peut être des éléments de cette vie, qu'ils soient karmiques. S'ils sont karmiques et s'éveillent, eh bien, cela crée des difficultés dans cette vie. Donc, c'est forcément aussi de cette vie, même si les sources sont karmiques, et c'est dans cette vie que vous allez appliquer des éléments de transformation. Ça, c'est très important parce qu'on parle souvent des blocages karmiques ou transgénérationnels. Là, il s'agit de vous, ici, maintenant, dans cette incarnation, dans cette vie. C'est intéressant de se dire, tiens, la source est lointaine. Par exemple, imaginons que quelqu'un a un blocage relationnel. Parmi tous les blocages, imaginons qu'il y a un aspect relationnel qui ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas au travail, au niveau professionnel, ça ne fonctionne pas au niveau des amis, ça ne fonctionne pas au niveau de la famille. Tout est difficile, il y a des heurts, il y a des frictions, vous vous sentez incomprise. Alors là, je dis, par exemple, vous pouvez observer, ça fait combien de temps que vous vous sentez incomprise? Depuis quand?
Et dans votre souvenir, essayez de voir depuis quand vous vous sentez incomprise, vous sentez peut-être bousculée, non entendue, non écoutée. Et vous remontez comme ça, vous vous dites: «Ouais, c'est vrai, il y a 10 ans, quand j'ai rencontré mon copain, je me sentais pas totalement comprise et puis après au travail aussi». Et vous remontez comme ça et tout à coup, si ça va jusqu'au début de votre vie, ah bah, il y a des possibilités, des probabilités que ça vienne aussi d'avant votre incarnation. Il n'en demeure pas moins que la difficulté se vit maintenant. Vous vous sentez comme ça. Alors, première chose que moi je vous transmettrai, est-ce que vous comprenez? Je prends cet exemple, la personne qui se sent incomprise ou bousculée par les autres, est-ce qu'elle se sent comprise par elle-même? Alors, quand ça vient, quand c'est général, voyez le rapport entre vous et vous-même. C'est comme si quelqu'un dirait, par exemple, je me sens dans des tentatives de contrôle dans tous les aspects de ma vie. Essayez de voir comment vous vous contrôlez. Une autre personne se dirait, j'ai l'impression que dans toutes les sphères de ma vie, je suis trahi. Voyez comment vous vous trahissez vous-même. Essayez de voir que quand ça bloque de partout, eh bien, généralement, c'est que la relation avec vous-même a besoin de s'ouvrir. Comme si il y a quelque chose de vous avec vous-même qui est bloqué, qui veut émerger. Alors, l'extérieur devient tout à coup un ensemble de signaux qui veulent vous ramener à vous-même pour que ça ouvre, que tout en vous ouvre. Alors c'est intéressant. Et quand ça bloque de partout, essayez de voir, Véronique, est-ce qu'il y a un thème commun de blocage? Parce que vous voyez dans mes explications, j'utilise souvent comme le thème commun. Ça bloque, c'est difficile, il y a un contrôle, etc. Ça devient intéressant. Quel est le thème commun? Parce que c'est la première chose aussi à vraiment identifier. Quel est le thème qui est en soi générateur du signal de ce qu'il y a à transformer? Très souvent, nous sommes tous éduqués, élevés, vous le disiez, hein? Nous avons été élevés de telle sorte qu'on regarde autour de nous, qu'est-ce qui cause un problème autour de nous? Et en fait, ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est comment tout ce qui est autour de nous nous donne des signaux pour transformer notre façon d'être, de telle sorte que ce qui semble être un blocage venant de l'extérieur est en soi un ensemble de signaux. Est-ce que vous me suivez bien? Évidemment, c'est initiatique. Que ce soit karmique ou transgénérationnel, Véronique, c'est initiatique. C'est initiatique parce que si ça bloque de partout, forcément, vous n'allez pas rester comme ça bloqué, vous allez vouloir changer les choses. Tant et aussi longtemps que vous tentez tant et aussi longtemps que la personne est victime, se sent comme victime de tout l'extérieur, elle est victime, il n'y a rien qui change. Tant et aussi longtemps que la personne veut changer tout autour d'elle, elle rate l'essentiel qui est à l'intérieur d'elle. C'est à partir du moment où elle se met en jeu que là, elle peut toucher les éléments transformés. Commencez par voir le point commun de tout ce qui bloque. Alors, je travaille avec ce que vous me transmettez, hein, il n'y a pas de thème là. Yves nous dit, y a-t-il un sens favorable et moins favorable pour faire tourner la spirale, sens aiguille d'une montre ou inverse? Yves, c'est une question qui m'est posée tout le temps. À chaque fois que je parle de spirale, cette question m'est posée. Et j'ai toujours la même réponse, c'est-à-dire, créez la spirale et vous allez voir ou ressentir le sens dont elle tourne. Et ce sens-là est le sens juste. À votre question, oui, il y a un sens. Il y a un sens et en fait, elle ne tourne pas toujours dans le même sens. Selon ce qu'il y a à stimuler, selon ce qu'il y a à éveiller, eh bien, si par exemple votre spirale, vous avez l'impression qu'elle ne tourne dans aucun sens et que c'est vous, par votre intention, faites-la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, mais si elle a tendance à vouloir tourner dans l'autre sens, laissez-la aller dans le sens
que vous ressentez. D'accord? Merci. Alors, vous voyez ici, on vous indique comment vous inscrire à Symphonie avec amour. Là, vous trouvez non seulement les rediffusions, mais d'autres enseignements que je vais y mettre qui sont gratuits. Par exemple, processus d'équilibre énergétique, vous allez pouvoir le retrouver là aussi. Une guidance à la détente du système nerveux, vous allez pouvoir trouver là. Comment élever sa fréquence, vous allez pouvoir retrouver là aussi. Alors on va mettre tout ce que je vous offre dans ça. Et je fais en sorte de vous offrir quand même des éléments essentiels. Processus d'équilibre énergétique, je vous invite à le vivre chaque matin. Pas avec une culpabilité si vous l'oubliez un matin ou si vous n'avez pas le temps, évidemment. Mais le vivre chaque matin, ça va vous aider énergétiquement, physiquement, psychiquement, à tous les niveaux, spirituellement. Élever sa fréquence. Alors au début, une guidance, c'est intéressant. Donc, je vais créer 2 vidéos. Une vidéo où j'explique qu'est-ce que c'est la fréquence, qu'est-ce qui se passe quand la fréquence est plus basse, les effets négatifs d'une basse fréquence et qu'est-ce qui se passe quand la fréquence s'élève et comment l'élever. Puis la deuxième vidéo, c'est une guidance à l'élever. Alors, guidance à la détente du système nerveux, il y a le dialogue avec les cellules aussi. Toutes les personnes qui veulent maintenir un état de santé, je vous invite à vivre le dialogue avec les cellules. Pour un petit déséquilibre de ci, de là, vous le vivez une fois par mois. Si vous avez quelque chose de plus important, peut-être une fois par semaine, mais si vous avez vraiment un cancer, par exemple, ou une maladie grave, tous les jours, vous vivez le dialogue avec les cellules. D'ailleurs, pour la guérison, je vais recommencer à l'automne le parcours de santé, le parcours pour vivre en santé. Alors, c'est un parcours de 5-6 jours en résidentiel, être orienté sur sa santé. Pas sur la nourriture physique, je peux en parler de ci, de là, c'est pas ma spécialité, je suis pas naturopathe, mais tout ce qui concerne vraiment l'aspect spirituel, l'aspect énergétique avec les exercices, on va tout faire ça. Et c'est appuyé aussi du livre de Éveiller votre pouvoir de guérison que j'ai écrit. Donc ça commence cet automne. Je vais le faire à différents endroits, probablement une fois au Québec, une fois en Europe aussi. Sabine nous fait une longue question. Je travaille sur moi depuis un moment, j'essaie de garder mes vibrations élevées. En général, ça me réussit assez bien, mais je souffre du syndrome prémenstruel et lors de mes règles, j'ai l'impression de me transformer en une autre personne. Mes vibrations baissent, je ne m'aime plus, je suis très irritable, surtout avec mes enfants. J'ai essayé de chercher la raison par le biodécodage et on m'a dit que j'avais du mal à accepter mon corps féminin parce que mes parents voulaient avoir un petit garçon et pas une fille. Il avait déjà 3 filles, beaucoup plus âgées que moi. Et les règles me rappellent que je suis une femme. Cette explication résonne en moi. Mes parents me l'ont confirmé. Mais pourtant, je n'arrive pas à résoudre mon problème de mon irritabilité. Que pourrais-je faire? Oui, c'est intéressant la découverte que vous avez faite, que vos parents voulaient une fille, parce que, évidemment, déjà en tant que fœtus, vous l'avez senti, vous l'avez intégré en tant qu'enfant, vous avez tout intégré ça, c'est dans vos cellules. Et maintenant, vous le savez, et maintenant, vous êtes une femme et vous avez vos enfants. Donc, vous pouvez choisir de faire un rituel pour laisser ça derrière vous. Maintenant, est-ce que la femme peut aimer la femme en elle-même? Ça, c'est très important. Il y a 2 éléments. D'abord, lorsque il y a une période menstruelle, il est naturel que ça ait des effets autant physiques que psychiques parce que c'est tout de même majeur, c'est un moment de transformation, c'est un moment de passage, c'est un moment vraiment qui touche l'énergie de vie à l'intérieur de vous et donc qui est en relation avec votre essence. Si dans votre vie, vous avez l'impression d'être à côté de vous-même, je ne parle pas de votre relation avec vos parents
et ce que voulaient vos parents. Ça, je vous l'ai dit, je vous invite à faire un rituel pour vous reconnaître comme femme et vous aimer comme femme et clore cet aspect-là. L'autre aspect, c'est vous aimez-vous non seulement comme femme, mais vous aimez dans la sensation que vous êtes dans votre vie. En soi, ce qui est très important, c'est de réaliser que tout l'aspect des ovaires chez la femme, des testicules chez l'homme, ces aspects sont associés à l'énergie de vie et à l'expression de l'être, du mouvement créateur de l'être. Ce n'est pas qu'un mouvement créateur qui est procréateur, mais un mouvement créateur. En d'autres termes, est-ce que la personne que vous êtes intérieurement, est-ce qu'elle est aussi dans son processus créateur dans sa vie? Est-ce que la femme que vous êtes a pu se déployer, a pu être dans son expression, peut l'être? Par exemple, imaginons une femme qui a vraiment une pulsion pour créer des structures de maisons harmonisées avec la vie de la nature, avec les besoins de l'être humain. Donc, c'est une architecte consciente. Eh bien, imaginons que pour tout un ensemble de raisons, vous aviez cette pulsion et que vous ne l'avez pas faite. Eh bien, ça a des effets sur votre corps, ça a des effets sur votre énergie de vie. Alors, j'ai pris un exemple, vous êtes une architecte consciente, mais quoi que ce soit, est-ce que la femme essentielle avec vos qualités d'expression, est-ce qu'elle se déploie? Par exemple, si vous êtes une artiste, est-ce que l'artiste existe dans sa vie? Vous pouvez faire d'autres choses. Vous pourriez très bien être une comptable et bien réussir votre vie, Sabine, et ça fonctionne bien. Mais si vous êtes une artiste dans vos tripes, dans vos entrailles, est-ce que l'artiste a de la place pour exister? Si vous êtes une scientifique, est-ce que l'aspect scientifique a une place pour exister? C'est plus qu'une carrière, c'est est-ce qu'il y a une place pour la femme que vous êtes d'exister? Vous avez créé des enfants, c'est un processus créateur extraordinaire. Est-ce que vos enfants sont petits? Est-ce que vous avez la place aussi pour vous donner quelques moments pour exister? Ça, c'est fondamental, fondamental pour cet équilibre. Donc, si vous vous donnez des places, même si au début, ça vous semble restreint, même si vous donnez 30 minutes dans une semaine pour que cette partie de vous qui vibre dans vos entrailles existe, eh bien, il y aura des effets. Il y aura des effets. Et peut-être que l'année prochaine, ce sera 1 heure par semaine, puis 2 heures, puis 3 heures, et ainsi de suite. En fait, l'équilibre au niveau de vos ovaires, l'équilibre de tout votre cycle menstruel est intimement interrelié à la façon dont vous osez être qui vous êtes. Est-ce que je m'exprime clairement? Bien sûr, je vous propose aussi un soin énergétique. Je fais plus de soins individuels, mais j'en ai fait pendant 25 ans, 30 ans, et tout de même, le soin énergétique à ce niveau est très intéressant pour rééquilibrer tout ce système chez la femme. Toutefois, ne soyons pas dans la pensée magique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des soins énergétiques qui ont certains effets, et si vous ne répondez pas à l'autre partie plus essentielle dont je vous ai parlé, il y aura toujours une tension. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous résistez à ce que la femme que vous êtes, avec votre essence, vos qualités, ce qui vous fait vibrer, si ça ne peut pas exister dans votre vie, bien les soins énergétiques ou tout autre soin seront toujours des pansements. Ça pourra aider, vous savez, mais ce ne sera jamais vraiment des solutions. Les soins viennent favoriser vraiment la guérison quand l'élément essentiel de la guérison est éveillé. Est-ce que je m'exprime bien? Sinon, vous me le dites.
Hem, alors Diane, nous dit qu'elle a vibré avec la spirale. Merci de votre commentaire, Diane. Phil nous dit: «Connaissez-vous un lieu, une spirale ascendante en Suisse?» Oui, j'ai pensé quand j'ai dit la France, la Belgique, le Québec, j'ai pensé à la Suisse aussi. Hem, je sais oui, il y en a plusieurs. Je vais devoir vous revenir parce que tout à coup, ça me venait pas à l'esprit. Je sais que, hem, en fait, j'ai les noms sur le bout de la langue là, puis elles ne veulent pas sortir, alors je vous reviens et s'il y a des amis en Suisse là, vous pouvez aussi nous les transmettre. Quelle est cette région-là où il y a, aïe, 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 je le vois là, je vois le lieu. Il y a une belle énergie qui est là. Ah, c'est certain qu'il y a beaucoup de spirales ascendantes en Suisse. Je vous reviens, puis restez en ligne. Evelyne nous dit: «La spirale ascendante, est-ce de gauche à droite ou de droite à gauche?» Alors, j'ai répondu à ça. Le sens de la spirale, c'est le sens dont vous le voyez, dont il se manifeste spontanément pour vous. Ça, c'est très, très, très important pour l'action que ça fait pour vous. S'il n'y a pas de sens particulier, vous la faites vraiment dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire, ça commence vers de la gauche vers la droite. D'accord? Catherine nous dit: «De grosses douleurs physiques suite à une opération me limitent dans mon quotidien et m'épuisent. J'ai du mal à trouver un sens, mais je prends beaucoup sur moi.» Alors oui, c'est ça. Là, il y a des douleurs physiques suite à l'opération. Catherine n'en a pas beaucoup de détails, évidemment. Est-ce qu'il y avait de grosses douleurs avant l'opération? Après l'opération, est-ce que l'opération a réussi ou pas réussi? Alors, il peut y avoir des douleurs physiques qui sont dues à des adhérences, qui sont dues à des infections. Alors, évidemment, je suis certain que vous faites le suivi avec vos médecins là-dessus. Souvent, les adhérences sont pas vues. Alors, si l'opération a réussi, il est intéressant d'une part que vous ayez peut-être un soin ou des soins énergétiques pour favoriser vraiment le rééquilibre après l'opération. Je suggère toujours cela et comme je ne l'ai fait pas moi-même, donc je n'ai pas de parti pris, mais j'ai souvent proposé qu'il y ait un soin énergétique avant une intervention chirurgicale et au moins un soin énergétique après un soin, après une chirurgie. C'est important pour rééquilibrer non seulement l'aspect physique, mais toute la structure énergétique, les corps et leur structure. Ça, c'est très, très important. Alors, pour vous sentir mieux. Vous pouvez aussi faire le dialogue avec les cellules pour comprendre la source de la douleur. Dans ces grosses douleurs, ce que j'ai pas ici, c'est la source de la douleur ici. Alors, pour trouver un sens, quand vous me dites vous avez du mal à trouver un sens, je vous propose de lâcher prise sur la recherche du sens et permettre à ce que ça vienne de l'intérieur. Donc, plutôt que de chercher, faites le dialogue avec les cellules et en demandant à ce que la douleur ou les cellules de la région d'où la douleur émerge vous transmettent non seulement quel sens est la douleur, qu'est-ce qu'elle vous propose comme transformation. On manque beaucoup d'informations, c'est un cas qui est important là, si ça vous limite vraiment dans votre quotidien. Il y a des éléments à faire, je n'ai pas l'information pour vous répondre. D'abord, les gens qui ont fait l'opération ont à vous donner comment des explications, parce que quelquefois, l'opération a réussi dans un tel sens, mais ils savent que la douleur va persister. Alors là, vous pouvez vous œuvrer d'une façon différente. De toute façon, je vous invite vraiment à vivre le dialogue avec les cellules pour comprendre la douleur, comprendre ce qu'elle veut vous proposer et transformer la source de cette douleur. Yves nous dit: la spirale doit-elle partir de notre centre interne ou bien de n'importe quel endroit extérieur? En fait, vous avez déjà une spirale qui débute dans votre centre interne. C'est-à-dire que vous avez une spirale ascendante
qui débute au niveau du hara, dans votre bas-ventre. Alors, elle s'élève comme ça, de plus en plus haut, pour émerger de votre couronne. Elle est là. Lorsque vous élevez votre fréquence, eh bien, la spirale est intensifiée, elle est stimulée. Donc, parce que vous avez cette fréquence, vous pouvez en créer une à l'extérieur. Donc, quand vous en créez une à l'extérieur, par exemple, vous pourriez en créer une dans votre salle de méditation. Vous en créez une et ça commence avec un point extérieur. Moi, j'aime bien que le point extérieur soit sur la terre ou dans la terre, parce que dans la terre, il y a vraiment des vestiges vraiment de périodes qui assez pures. Alors, on imagine une cellule focale parfaite qui est dans la terre et on propulse des faisceaux sur elle pour qu'elle s'éveille. Et donc, où est-elle, cette particule dans la Terre? Mais elle est là où vous voulez créer la spirale. Si vous voulez créer une spirale ascendante dans votre lieu de méditation, eh bien, elle sera là, au centre de la spirale, dans votre lieu de méditation. Si c'est au centre de la région où vous êtes, je ne sais pas où vous êtes, imaginons que vous êtes dans l'Aude, en France, eh bien, vous pouvez choisir un lieu dans l'Aude et puis vous dites, tiens, je voudrais qu'elle s'émancipe pour couvrir toute l'Aude. Alors, vous prenez un point dans la terre au centre de l'Aude. Si vous voulez, par exemple, qu'elle couvre toute la France, eh bien, vous le faites au centre de la France, peut-être, je sais pas, en Auvergne, pour que ça couvre tout. Voilà. Est-ce que je m'exprime clairement? Merci de la question. Catherine, c'est difficile le monde autour de soi. Le monde autour de soi sont bêtes, sont tous tannés, je fais de mon mieux, mais je suis très fatigué. Le boulot est exigeant, besoin de vacances, mais aucune écoute côté médical. Alors, donc, c'est une période que vous trouvez vraiment très difficile. Vous trouvez que les gens sont fatigués, sont épuisés, sont fatigants aussi. Vous êtes autour de vous. Vous êtes fatigué. En fait, c'est une période exigeante. Oui, c'est une période exigeante. En général, tous les gens sont fatigués. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens sont fatigués. D'abord, tout ce qui a été vécu sur Terre depuis 2 ans a été extrêmement exigeant. Il y a eu beaucoup d'insécurité, il y a eu beaucoup d'angoisse, il y a eu ces vaccins, ceux qui les ont pris, ceux qui les ont pas pris ont été un peu harcelés. Ça crée une atmosphère qui n'était pas très saine, très stimulante, très propulsante. Il y avait quelque chose d'alourdissant un peu, évidemment. C'est une période aussi où il y a la guerre, ce qui a créé aussi beaucoup d'angoisse. L'angoisse, la peur a créé des égrégores plus lourds, la critique, la colère, les colères qui se sont manifestées ont créé des égrégores. Ces égrégores pèsent sur les gens. Donc, il y a toute cette dimension. Et puis, il y a aussi, évidemment, le rythme vibratoire qui augmente continuellement et qui stimule le besoin qu'on élève le rythme vibratoire. Donc, il y a presque une pression là. D'autre part, les mutations physiques, les mutations énergétiques sont en cours. Ça crée des fatigues. Ça, j'en parle souvent. On est tous en mutation. Nos glandes, notre ADN se transforme. On a besoin de repos. On a besoin de repos. D'autre part, on vit dans un monde qui exige énormément. Il y a un manque d'employés partout, ce qui fait que les gens qui ont un travail souvent travaillent davantage. Il y a plus d'exigences sur eux, il y a plus de pression. On cherche des performances et on cherche des volumes plus grands actuellement. Il y a 10 ans, c'était beaucoup la recherche de performance. Tout le monde était poussé pour performer davantage. Là, il y a non seulement la performance, mais l'ampleur du travail, le volume qui est demandé parce qu'il manque de personnel partout. Ça crée énormément de tension et énormément de fatigue.
et puis dans un climat économique et qui est difficile pour plusieurs personnes, c'est une période exigeante. Catherine, c'est une période exigeante pour toutes les personnes. Alors, c'est important de trouver des moyens de se détendre. Il y a des moyens qui ne demandent pas des heures, des jours, des semaines, mais se détendre au quotidien, physiquement et psychiquement. Je parlais tout à l'heure d'une guidance pour la détente du système nerveux. Détendre son système nerveux, c'est important. Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'intensité, et ça agit sur le fait que quelquefois, les autres autour de vous peuvent vous titiller davantage parce que vous êtes fatigué, comme peut-être vous fatiguez les autres autour de vous parce qu'ils sont fatigués. Alors, il y a un effet ici. On a besoin de s'unir, et en fait, tout le monde est fatigué, tout le monde se titille. Alors, là, c'est important de pouvoir se reposer. Il y a beaucoup de gens qui vivent de l'insomnie, donc ils ne se reposent pas autant. Prenez le temps de vous reposer avant de dormir, je le dis souvent. J'ai proposé le processus pour le grand parcours cosmique. Ça vous est offert aussi pour avoir des nuits qui sont plus profondes, plus reposantes. Alors, vous n'avez aucune écoute du côté médical, ça veut dire que j'essaie de comprendre vos termes. Vous demandez peut-être au médecin de vous prescrire des vacances. C'est compliqué pour tout le monde actuellement, hein. On vit dans un drôle de moment. Alors, c'est important de pouvoir soit se ressourcer. Je vous invite à méditer, je vous invite à trouver des façons de vous détendre physiquement. Je vous invite à bien respirer. La respiration est un élément de détente qui est fondamental pour votre santé à tout niveau, aussi bien respirer. Je vais faire un ensemble d'éléments sur la respiration pour aider à bien respirer parce que ça permet vraiment de se détendre. Alors Catherine, vous avez des questions qui touchent beaucoup de gens, j'en suis certain. Alors, je résume, ça passe par votre équilibre de vie. D'abord, vous nourrir de façon équilibrée, vous assurer que plus vous pouvez avoir une nourriture vivante, alors ça sera important. C'est par exemple, il y a beaucoup d'éléments. Maintenant, c'est l'été, c'est plus facile d'avoir des pousses, des germinations. Ça permet vraiment de stimuler le corps. Ça, c'est important. Manger vivant, il y a des légumes, il y a des fruits qui sont vivants. Manger vivant, le plus vivant possible. Deuxièmement, respirer. Respirer le matin, tôt, aller dehors, respirer les particules, la lumière, le prana, ça va vous aider énormément à les respirer en fin de jour aussi. Ne serait-ce que des fois 5 minutes, 10 minutes, juste respirer dans la conscience que vous respirez la lumière et le prana, les particules de vie qui sont là. Si vous avez soit un petit jardin, si vous avez un parc, si vous êtes près de la nature, si vous êtes loin de la nature, allez-y au moins une fois par semaine dans la nature. Allez manger du verre, respirer le verre, aller marcher dans la forêt, respirer, goûter à pleine bouche, à pleine respiration le verre, parce que le verre favorise la circulation. Alors souvent, la fatigue aussi, ça vient d'une circulation qui n'est pas assez fluide. Allez marcher doucement, même si vous êtes fatigué, marchez doucement. Imaginez que tout est en mouvement, que les fluides circulent dans votre corps. Imaginez que les muscles se détendent dans votre marche. Alors, il y a, vous voyez, beaucoup d'éléments. Là, ça vous appartient. L'extérieur ne le fera pas pour vous. Parce que on peut prendre une vacance de 2 semaines, mais vous savez, Catherine, le nombre de personnes qui reviennent de 2 semaines de congé et qui me disent être fatiguées parce que c'est une fatigue de fond. Donc, ça commence par l'équilibre de vie. La nourriture vivante, bien respirer les particules du matin, début du jour, fin du jour, et puis aussi se détendre dans la marche en s'assurant que tout circule à l'intérieur de nous. C'est d'avoir des relations qui sont stimulantes aussi. Donc, c'est dans tous les chapiteaux de la vie. On essaie d'éviter
les frictions avec les gens parce que on sait que les gens sont comme vous, sont fatigués. Donc, lorsqu'il y a des frictions, ça va créer d'autres tensions. Voilà quelques éléments pour débuter. D'accord? Alors, Yves nous demande une différence entre spirale et vortex. Yves, ce que je propose, c'est que je vais faire une capsule là-dessus, Yves, parce que là, je vais donner priorité aux questions personnelles, et je vais faire une capsule là-dessus, et je reviens avec les vortex naturels ou créer un vortex. Alors, je vais vous dire ici, la spirale, elle est en vous, et vous pouvez en créer une autour de vous. Le vortex est issu de la Terre. Vous pouvez créer un vortex quelquefois en réunissant quelques personnes, en faisant un cercle et générer. Il y a une relation très, très intime entre les deux. La spirale se développe comme en évoluant comme ça. Le vortex, souvent, est une force énergétique qui émerge et qui va se déployer dans une spirale. Alors, c'est pour ça qu'il y a un lien entre les deux. Alors, il est souvent à la source de la spirale. C'est souvent une génération d'énergie extrêmement puissante qui va par la suite se développer en spirale. Nadia, lors d'un atelier avec Guy Corneau il y a quelques années, nous avons fait un exercice intéressant sur le son avec des voyelles pour ouvrir nos chakras. Pourriez-vous donner les lettres afin de mieux comprendre cet exercice? Alors oui, c'est le yoga des voyelles. Vous allez le retrouver à différents endroits sur les sites Internet. Le yoga des voyelles ont été développés il y a très longtemps en Égypte et retrouvés dans les temps modernes. Et donc, souvent, on les transmettait avec le A, le E, le E, le I, le OU, le O et le U. Voilà. Bon. Maintenant, s'il y a lieu, je vous reviendrai aussi avec une capsule avec le chant des voyelles au complet, si vous voulez bien. Je reviendrai avec ça, qui stimule vraiment différents aspects. Oui, il y a des liens avec les chakras, mais c'est aussi des liens avec les chakras secondaires ou bien des aspects de notre être. Gisèle, est-ce que si je suis sur le mont Albert, Québec, la spirale créée sera-t-elle plus forte ou cela n'a pas d'effet amplificateur particulier? Alors, oui, Gisèle, si vous allez sur une double spirale, si vous allez au mont Albert ou si vous allez au mont Mégantic, par exemple, au Québec, et que vous prenez place, vous asseyez, vous allez sentir quand même une énergie très forte et ça va vraiment être très, très stimulant. Parce que même les gens qui ne sont pas dans cette conscience de la spirale sont quand même stimulés par l'énergie, vont en ressortir en disant qu'ils sont vivifiés d'une part, mais aussi qu'ils se sentent éveillés. Alors, c'est vrai aussi au Québec, c'est vrai sur d'autres lieux, par exemple en Europe. Alors, pour la Suisse, il y a un mont là, pas très élevé, mais c'est tout près de Gruyère. Alors ça, c'est un mont très intéressant. Quelqu'un pourrait me dire le nom, là, c'est juste derrière Gruyère. Alors, en Suisse, ça, c'est intéressant. Mais il y a aussi le mont qui est très élevé. Vous savez, celui où on peut monter en train jusqu'au sommet, là. Je m'excuse, mais les noms m'échappent. Pourtant, j'ai fait un petit saut en Suisse dernièrement. Et alors, s'il y a des Suisses en ligne, dites-moi le nom de ces monts. Voilà. Alors, je pense que j'ai sauté des questions avec Sabine, Diane, Chantal. Alors, Liliane, que conseillez-vous à une personne qui a le COVID? Eh bien,
je suggère évidemment d'élever votre rythme vibratoire. Ça, c'est le plus important. Que vous l'ayez ou que vous ne l'ayez pas, je vous ai élever sa fréquence et maintenir sa fréquence élevée. Maintenir sa fréquence élevée va faire en sorte que votre fréquence sera plus élevée que la fréquence du virus et va diminuer, voire éliminer les effets du virus et pouvoir annihiler le virus à l'intérieur de vous. Si vous élevez votre fréquence sans avoir le virus, même si vous êtes en contact avec le virus, vous allez, vous avez beaucoup moins de chances, peu de chances que le virus s'accroche à vous. C'est une question de fréquence. Avoir une fréquence plus élevée fait en sorte de maintenir votre liberté. Ça, c'est le premier élément. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous élevez votre fréquence au début de chaque jour et vous savez les éléments, vous pourrez écouter la vidéo que j'ai produite, vous allez connaître les éléments qui diminuent la fréquence, comme par exemple la peur, la colère, l'impatience, et choses comme ça, diminuent votre fréquence. Évidemment, quand vous avez une nourriture qui n'est pas vivante, ça a tendance aussi à diminuer votre fréquence. C'est important. Donc, non seulement vous élevez votre fréquence, mais vous la maintenez. Lorsque vous avez la sensation, même physiquement, que votre fréquence diminue, n'hésitez pas à réélever votre fréquence. Première chose. Évidemment, faites en sorte de vous reposer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous vous reposiez non seulement physiquement, mais psychiquement aussi et énergétiquement. Faites votre processus d'équilibre énergétique. Si au début vous êtes trop fatigué, faites-le intérieurement. Si physiquement vous avez une fatigue qui fait en sorte que vous êtes trop las pour faire les mouvements, continuez à le faire, mais faites-le intérieurement. Et vous allez vraiment accélérer l'élimination des effets et du virus lui-même. Ça vous va? Évidemment, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez avoir des soins énergétiques. On va œuvrer pour éliminer le virus. On va aussi faire un grand nettoyage de tout votre sang, de votre foie, pour favoriser une élimination complète de vos cellules. Anne, je ressens un grand décalage avec certains de mes amis. J'apprends à m'aimer de mieux en mieux et à aimer ma vie et les autres. Je cultive la joie et l'amour au quotidien. Cependant, je me retrouve avec des personnes qui critiquent, jugent beaucoup et j'ai alors du mal à communiquer par rapport à mes choix. Comment être en relation bienveillante et ouverte avec ces personnes? Eh bien, la première chose qui me vient est une question. Vous me dites d'une part que ce sont vos amis et d'autre part, vous me dites que vous avez de la difficulté à être avec eux parce qu'ils jugent, parce qu'ils critiquent et vous voulez être en relation bienveillante. D'accord. Alors, ce qui est important, c'est que vous réalisiez que vous avez probablement vécu des transformations, soit progressives ou radicales, et que la personne que vous êtes est davantage elle-même qu'elle ne l'était. Un écart s'est peut-être créé progressivement avec vos amis. Parce que si ce sont vos amis, c'est qu'il y avait vraiment une corrélation. Vous vous sentiez bien, et vous vous stimuliez, vous étiez vraiment bien ensemble. Et là, il y a un écart. Il y a un écart, c'est-à-dire que, ou bien eux ont changé, ont versé dans la peur, la critique, etc. Et d'une part, vous êtes entré dans un espace d'amour, de bienveillance. Donc ça, c'est important de réaliser que chaque personne évolue et les personnes n'évoluent pas, ne se transforment pas nécessairement dans la même direction et il peut y avoir des changements. Alors, ces changements ne signifient pas de écarter ces personnes, elles sont déjà écartées jusqu'à un certain point et peut-être que ça devient des copains, des camarades, parce que vous aimez, je ne sais pas, faire une balade en forêt, vous aimez marcher en montagne, vous aimez jouer au tennis avec ces gens, ça devient des camarades parce qu'il n'y a plus la même complicité. Alors,
il est important pour maintenir la bienveillance de réaliser que si ces personnes jugent et critiquent, c'est qu'elles se sentent probablement, eux, jugées ou critiquées d'une part, et d'autre part, elles ne sont pas satisfaites. Elles ne sont pas satisfaites, elles se sentent probablement impuissantes. Vous savez, le jugement et la critique sont souvent des moyens que les gens qui se sentent impuissants de changer les choses dans leur vie ou autour d'eux utilisent. On critique parce qu'on ne sait pas comment changer les choses. Quand on sait changer les choses, eh bien, il peut y avoir une critique positive, constructive. On apporte des suggestions, ce qui fait moins jugement. Et alors, c'est souvent ça. Donc, il y a peut-être probablement des insatisfactions profondes chez ces personnes, peut-être des blessures, peut-être des envies, peut-être des malaises profonds. Donc la bienveillance est associée à une forme de compassion, c'est une forme d'empathie. Ce qui est important, c'est de se réaliser que si ces personnes jugent et critiquent et qu'elles ne sont pas bien, elles ne sont pas bien. Donc, face à des personnes qui ne sont pas bien, il y a de l'empathie. Si vous avez quelqu'un qui est devant vous, qui croule de malaise physique, d'épuisement, vous allez être empathique. Là, c'est la même chose, mais c'est psychique. Si les personnes jugent continuellement, c'est qu'il y a un malaise profond. Donc, la façon de garder la bienveillance, c'est de réaliser que ces personnes sont mal. Maintenant, ces personnes sont mal, ça ne vous empêche pas, par exemple, de faire une balade en forêt ou de jouer au tennis avec ces personnes comme des camarades. Mais il est important, Anne, que vous puissiez aussi vous exprimer. S'il y a des gens qui sont vraiment parmi eux des amis profonds, il est aussi important que vous soyez transparente, c'est-à-dire que avec pas devant tous et de façon rude, mais avec une personne que vous disiez tiens, je sens dans vos jugements qu'il y a un malaise. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que vous sentez mal, etc. Donc, c'est une façon empathique d'entrer. Si c'est une amie, un ami, il est important qu'il y ait un reflet. On est là comme des miroirs les uns des autres. Donc, si vous avez un ou une amie qui critique et juge continuellement et que pour vous, c'est difficile, c'est un écart, vous pourriez avoir tendance à vous éloigner, mais vous voulez pas ça, alors c'est important que vous le disiez. Mais plutôt que de dire, bah, écoute, tu juges et tu critiques tout le temps, ça me convient pas. Ce qui est intéressant, c'est de dire, tiens, je sens que tu n'es pas satisfaite quelque part dans ta vie, je le vois à travers des critiques ou des jugements. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que je peux t'aider? C'est une façon, je pense, qui est bienveillante. Et si l'écart est rendu trop grand, ben, la personne vous dira, mais non, mais moi, tout va bien, et vous sentirez que l'écart est plus grand que vous ne le croyez. Et si la personne souffre, ben, peut-être que vous allez retrouver l'ami, comme ça, et le comprendre mieux. Alors Chantal nous dit, il faut tout faire pour que cette option du multivers ne soit jamais notre réalité. Alors Chantal, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'actuellement, c'est déjà tellement avancé, et pourtant on n'en parle pas beaucoup, c'est déjà tellement avancé que ça va s'installer. Ce qui est très important, c'est qu'on puisse tous s'intéresser à ces développements et orienter ces développements pour qu'on en retire les bénéfices, mais que tout l'aspect plus contrôlant ou l'aspect où les gens peuvent se perdre d'une réalité à l'autre n'existe pas. Ça, c'est important. Alors, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne s'intéresse pas à quelque chose et tout à coup, ça prend place et on a tous les effets à la fois positifs et négatifs en même temps. Vraiment s'intéresser à ça et s'exprimer de telle sorte qu'on puisse
continuer à orienter ce développement dans une direction qui favorise l'être humain. Parce que c'est sûr qu'avoir accès à beaucoup de réalités, ça peut être favorable pour des gens qui n'ont pas les moyens financiers ou le temps de voyager ou qui sont avec beaucoup de jeunes enfants et qui peuvent connaître des choses. On a tous apprécié la vidéo. Mais la vidéo n'existait pas à un moment donné. Mais la vidéo, déjà, là, même on l'apprécie. Le contact à distance, on l'apprécie. Alors donc, dans le métavers, il y a des choses que l'on peut apprécier. Il faut éviter tout à coup que ça devienne quelque chose dans lequel on se perd. Donc, bien suivre la chose. D'accord? C'est comment je vois la chose. Alors, Véronique nous revient sur, si je me souviens bien, vous me parlez que s'il y avait un blocage dans tous les aspects de votre vie, puis je vous disais d'essayer d'identifier le thème commun dans tous ces aspects, vous nous dites la légitimité. Alors, c'est intéressant et vous avez compris mon propos. Essayez de voir comment vous offrez cette légitimité. Est-ce que vous offrez vraiment l'autorisation d'être vous, d'être Véronique, dans ce que vous êtes. Je ne parle pas, et puis ça c'est très important quand je dis ça, que l'on comprenne bien mes mots. Souvent, on s'identifie à une image de soi que l'on a développée. Je parle du soi réel, du soi vrai. Quelquefois, les gens me disent, bah, moi, je suis un peu prompt et puis quelquefois colérique avec un peu de caprice, mais je m'aime comme ça et on m'a dit de m'accepter. Oui, bien sûr, il ne s'agit pas de se critiquer, il ne s'agit pas de se juger. Il s'agit de voir que ce côté prompt, ce côté un peu colérique, ce côté capricieux est une forme de réponse à quelque chose qui est blessé ou frustré. Ça ne fait pas partie de vous. Vous êtes pas comme ça. Identifiez-vous pas à ça. Il ne s'agit pas de se critiquer. Il s'agit simplement de saisir, pas accepter de façon brute. Voilà, où quelqu'un me dit par exemple, oh moi je procrastine tout le temps, je suis fait comme ça. Ou moi je suis paresseux, je suis fait comme ça. Ou moi je suis un peu, comme on dit en français, le speedy, trop rapide, nerveux. Je suis fait comme ça et c'est comme ça, on me dit de m'accepter. En fait, accepter qui vous êtes vraiment. Ces éléments qui sont des aspects peut-être un peu plus difficiles de vous, il ne s'agit pas de les juger. Ça, c'est très important. Ne vous jugez pas, ne vous culpabilisez pas, ne vous évaluez pas négativement. Ce sont des aspects qui se sont mis en place comme des formes de réaction, des formes de presque de protection même, des formes qui sont des réponses à des malaises, des frustrations. Quelqu'un devient prompt parce qu'il y a quelque chose peut-être qui est blessé, qui est touché. Alors, quelqu'un qui est maussade, il y a quelque chose qui veut pas vivre ou qui se sent empêché de vivre. Quelqu'un qui a des caprices, quelqu'un qui veut compenser sur quelque chose. Alors, ce qui est intéressant, il ne s'agit pas de rejeter tout ça, il ne s'agit pas non plus de l'accepter comme je suis comme ça, je ne change pas. Il s'agit d'aller voir, tiens, c'est une réponse à quoi? Qu'est-ce qui de moi veut vraiment exister et qui ne l'est pas et qui s'exprime par une critique, qui s'exprime par un côté maussade, qui s'exprime par une réaction de compensation. Et alors, on peut mieux changer les choses. Francine nous dit pourquoi vivons-nous des initiations? Alors, en fait, on se crée des initiations. L'idée, c'est de voir, en fait, le sens de notre vie. Chaque personne est une personne qui est complète en soi, qui est parfaite en soi, dans sa nature et dans son essence. Puis, la vie débute et il y a des circonstances
des événements, des situations qui peuvent blesser la personne. En fait, je vais le redire autrement, il y a des situations, des circonstances, des paroles, des gestes qui font en sorte que la personne se sent blessée. Et d'une blessure à l'autre, la personne développe des façons d'être et de réagir pour ne pas être blessé ou pour ne pas être blessé aussi profondément. Et en fait, elle se crée une forme de personnage qui n'est pas réel. Prenons un exemple. Un enfant naît. Disons qu'il y a évidemment des éléments qui viennent d'avant, mais imaginons que très rapidement, il est dans une famille de plusieurs enfants. Et on nous disait tout à l'heure un exemple, il y a plusieurs filles, et on attend un garçon, et c'est une autre fille qui vient. Et dans cette famille, tout le monde est très, très extériorisé. Alors, il y a beaucoup d'effervescence, très, très extériorisée. Et il y a la dernière, pour laquelle on attendait un garçon, donc il y a déjà, et elle le sent quelque part, que ça, donc il y a déjà peut-être une blessure parce qu'elle ne se sent pas attendue, elle ne se sent pas aimée, accueillie comme elle l'aurait été si elle avait été un garçon. Donc, il y a un petit écart et elle le sent. Et d'autre part, elle est plus calme, plus intériorisée que tous ces gens de sa famille extériorisée. Donc, quand elle vient pour parler, les autres parlent par-dessus. Elle sent qu'elle n'est pas intéressante, qu'elle n'est pas importante, elle sent qu'elle n'a pas sa place. Et progressivement, eh bien, ça se développe. Et bon, on se retrouve 40 ans plus tard et on a une personne qui se sent pas aussi accueillie, etc. Elle a développé des façons de se protéger de ça. Peut-être que son monde est un monde où elle fait en sorte de ne pas tenter de communiquer quand elle est dans un groupe parce qu'elle se dit qu'elle ne sera pas écoutée. Donc, elle communique surtout dans l'intimité, elle parle peu d'elle, elle va parler des autres parce qu'elle s'est rendue compte que les autres aiment parler d'eux autres, mais qu'elle n'est pas importante. Vous voyez, elle développe tout un ensemble. Donc, progressivement, elle va s'attirer des situations pour éveiller et faire émerger qui elle est vraiment. Alors, il y a un parcours, c'est un parcours évolutif. Et à certaines étapes, ben, c'est le moment de... C'est comme le fil s'est effiloché, c'est le moment de couper le dernier fil. Donc, elle vit l'initiation qui lui permet de passer à une autre étape de son parcours évolutif. C'est pourquoi on vit des initiations pour se révéler à nous-mêmes, pour être de plus en plus nous-mêmes, pas pour être un autre, pas pour atteindre quelque chose que l'on n'est pas, pour réatteindre ce que l'on est véritablement. Voilà. Catherine nous dit, est-ce que le monde virtuel peut désunir les gens? Il y a une possibilité que le monde virtuel désunisse. Maintenant, le monde virtuel, vous savez, là, on est dans un monde virtuel. Je vous parle, vous êtes en France, en Suisse, en Belgique, quelque part au Québec. Et en fait, le monde virtuel auquel on a accès avec toute sa technologie nous permet de nous unir. Tout à l'heure, à midi, au Québec et à 18h en Europe, on a fait Unis pour l'humanité. Nous sommes unis. Et donc, le monde virtuel nous unit. Maintenant, si par exemple, on extrapole ça et que chacun reste dans sa demeure, ne sort plus et ne communique qu'avec l'ordinateur ou le téléphone portable, on pourra dire que ça nous désunit. Alors, il y a toujours un côté avantageux et un côté désavantageux dans l'évolution. Et il est important de les voir pour pouvoir vraiment avancer de façon équilibrée. Le monde virtuel a la possibilité de nous unir et a la possibilité de nous désunir. Et depuis le début de la période de pandémie déclarée dans le monde, eh bien, le monde virtuel nous a permis d'être en contact, de nous sentir unis malgré la distance. Donc ça, c'est un bienfait. Maintenant, s'il fait en sorte que des gens ne sortent plus, n'ont plus de véritable contact,
eh bien, ce sera pas nécessairement positif. Maria, entre le mental qui nous parle et l'intuition qui semble nous donner les vraies réponses en suivant ce qui semble positif, est-ce la preuve que nous sommes dans l'intuition? La différence entre les voies de l'intuition et du mental. Eh bien, tout ça, c'est très subtil, hein? En fait, l'intuition, c'est un terme générique qui représente soit des sensations, soit des voix. Généralement, il y a des gens qui vont parler d'intuition, qui vont parler d'une voix intérieure, d'une pensée qu'ils ont eue, intuitive, et d'autres qui vont nous parler d'une sensation intuitive. Donc, l'intuition, c'est soit des sensations, soit des perceptions intuitives. Alors, en fait, l'esprit, notre conscience se manifeste par notre pensée. C'est comme si la pensée est un véhicule de manifestation de ce qui vient. Après ça, la pensée peut être traitée et le mental, pour moi, est comme un ordinateur qui peut traiter des informations, y ajouter des informations. L'ordinateur n'invente rien. Il peut traiter de telle façon qu'il crée des extrapolations qui vont être basées sur des données passées. Donc, il ne va pas nécessairement inventer, même si son extrapolation semble être nouvelle, eh bien, c'est basé sur du passé. Alors, notre esprit communique continuellement. Lorsqu'on est continuellement en train de réfléchir, analyser, eh bien, on laisse peut-être moins de place à la perception, aux impressions, aux voix intérieures. Et quand on reçoit des voix intérieures, c'est aussi intéressant quelquefois de les cadrer. Sinon, ça peut être cadré dans l'espace, cadré dans le temps, pour que ça fasse un sens par rapport au fait qu'on est incarné. Sinon, si on se ruait pour répondre à toutes nos inspirations, peut-être qu'on serait quelquefois trop rapide par rapport à les éléments se mettre en place. Alors, la différence entre les voies de l'intuition, si vous permettez, quand on parle de voix intérieure, je vais parler de perception plutôt que d'intuition. Alors, les voies de perception, les voies de l'esprit, sont des voies qui viennent d'une pure connaissance subtile et qui ont besoin, après ça, d'être placées dans un contexte. Et puis, les voies du mental, ce sont des voies qui sont basées sur du connu, et qui sont une organisation. Je donne un exemple. Alors, imaginons que vous avez vous voulez faire une intériorisation pour attirer à vous la maison de vos rêves. Eh bien, votre mental, pour définir la maison de vos rêves, par exemple, votre mental va vous parler de tout ce que vous avez aimé, tout ce que vous n'avez pas aimé dans les maisons, pour essayer de la construire à partir de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, jusqu'à maintenant dans votre vie, construire la maison de vos rêves. Alors que vos perceptions peuvent vous amener dans une demeure et un lieu qui ne répondent pas du tout, parce que ça prend l'esprit a accès à tout ce que vous êtes et tout ce qui fait sens pour vous, qui n'a pas nécessairement émergé. Donc, vous pourriez avoir très bien une inspiration, que vous nommez intuition, une inspiration d'une demeure qui soit complètement différente de ce que intérieurement vous avez constitué avec votre mental, parce que vous ne pouvez pas prendre en considération ce que vous ne connaissez pas de vous, ce que vous n'avez pas reconnu, mais que votre esprit, lui, sait. Alors, par exemple, vous pourriez avoir l'inspiration d'une demeure qui ne soit qu'une yourte en Europe, alors que vous pensez à une maison au Québec avec qui soit très chaleureuse, avec des bons matériaux nobles, etc. Mais vous dites, mais
comment ça se fait que j'ai reçu la vision de New York en Europe? Et vous dites, mais ça n'a pas de sens. C'est une perception que vous avez eue. Vous avez, avec votre mental, vous avez dit, bon, tiens, la maison doit être très chaude, très lumineuse, elle doit être avec une vue sur un lac dans la campagne, etc., mais pas trop loin de la ville. Et je veux telle couleur, je veux telle pièce dans ma maison. Vous avez tout défini ça, et donc la maison s'est construite, vous en avez fait même un dessin très élaboré, c'est le mental qui l'a élaboré, avec ce que vous connaissiez, ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez pas, et tout cela. Alors que vous avez eu l'image, une voix intérieure qui vous parlait de New York, une pièce. Et ça, en Europe, vous dites, mais voyons, pourquoi je reçois ça? Ça n'a rien à voir avec ma maison idéale. Or, ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez toute une propension à ce qu'il y a des changements dans votre vie que vous n'avez pas évalué, et que vous rencontrez la personne de votre vie, qui vit en Europe, qui vit de façon simplement, qui vit surtout à l'extérieur, et tout à coup, vous avez un engouement pour la simplicité, et ça se veut la maison qui deviendra idéale pour vous. Alors, le côté de l'inspiration est libre. Il est libre et il est relié à tous les aspects de votre être, passé, présent, futur, et même les aspects de vous que vous ne connaissez pas. Bon, j'ai pris un exemple extrême pour que vous réalisiez bien. Mais vous pouvez très bien, par exemple, vous cherchez un lieu et vous dites, tiens, je veux un lieu près de la ville parce que j'ai souvent allé visiter des gens, etc. Et finalement, vos inspirations, c'est d'être dans un lieu de la campagne assez loin de la ville. Et vous dites, mais ça répond pas à mes critères. Le mental travaille avec des critères, il va évaluer des choses. Et il y a des éléments de connaissances subtiles que vous n'avez pas, dont vous ne pouvez pas tenir compte, que votre esprit sait, et pour lesquels il vous donnera des inspirations. Ça me fascine. Je prends le temps de répondre à tout ça parce que c'est vraiment fascinant, et j'invite souvent à écouter ces voix intérieures. Maria nous dit, excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Non, mais c'est ça, je répondais à Maria. Alors, Nadia nous parle des changements qu'elle vit en faisant le processus d'équilibre énergétique. Merci de votre témoignage. Le bilan de ma vie m'a grandement aidé. Okay. Ça, c'est un atelier dont Nadia parle, que j'invite les gens à vivre, le bilan de vie. Le bilan de vie qui peut être vécu à n'importe quelle étape de sa vie. Souvent, j'en reparle à chaque année. On peut le faire à la fin de l'année, mais on peut le faire n'importe quand dans sa vie. Elle nous dit que ça l'a grandement aidé. Je vous remercie beaucoup de le mentionner. Ah, voilà, Stéphanie. Zermatt, merci. C'est aussi une spirale importante, Zermatt, d'ouverture. Ça, c'est important. Pili nous dit le Nissen et le Jungfrau. Ça, c'est... je ne suis pas certain. Je prends tout ça en note, là, et je vous reviens là-dessus. Mais les Zermatt, c'est sûr que oui. Les Zermatt, oui, le Cervin, oui. Voilà, c'est les deux dont je parlais tout à l'heure, Stéphanie, merci. Pili, pour le Nissen et le Jungfrau, je vous reviens là-dessus. D'accord? Je prends note. Vous êtes là la semaine prochaine, je vais en parler la semaine prochaine. Merci. Julie nous dit la région de Tadoussac a un haut taux énergétique. Oui, la région de Tadoussac, vous savez que pendant 20 ans, j'ai fait un séminaire là à Tadoussac, à toutes les fêtes de la lumière, toutes les Saint-Jean. Je recommence l'année prochaine aussi. Donc, ça a un haut taux énergétique. C'est pas une spirale d'énergie, mais ça a un merveilleux taux énergétique, particulièrement grâce aux baleines qui sont là, qui ont un taux élevé. Pavlina, bonjour Pavlina. Pour la spirale lac de Léman en Suisse, la Riviera avec une telle quantité d'eau, le lac Léman, oui. Le lac Léman, c'est vraiment un lieu très, très particulier. C'est un lieu d'ailleurs qui attire les gens, c'est un lieu qui favorise l'ouverture. Ce n'est pas une montagne, généralement on associe les spirales à des montagnes, mais vous avez tout à fait raison, Pavlina. Le lac Léman est vraiment énergétiquement très, très, très intéressant. Dit aussi le lac de... Oui, oui,
Moi, je connais bien, j'y étais là, j'étais passé une journée là la semaine dernière, j'y vais souvent. Merci Bavlina, je suis heureux de vous sentir là en ligne. Julie, la région de Talissac nous dit ça, ainsi le mont Albert, le mont Mégantic. Parfait. Alors, Catherine nous dit, il s'agit d'algodystrophie suite à fracture du poignet, syndrome épaule-main. Je n'ai pas trouvé de personne pour un soin énergétique et j'ai pris rendez-vous avec un magnétiseur. Merci d'avoir pris en compte. Bien, merci Catherine. Vous pouvez nous dire dans quelle région vous êtes. Je pourrais peut-être vous référer à quelqu'un, mais un magnétiseur, je sais que, par exemple, en Europe, on utilise souvent le terme magnétiseur. Moi, j'utilise le terme énergéticien. C'est l'équivalent, énergéticien magnétiseur. Julie nous dit la cohérence cardiaque vraiment bien. Oui, tout à fait. Vous avez raison. Le molesson. Oui, Philly, exactement, le molesson. Tout à fait. C'est ce que je cherchais tout à l'heure, le molesson. Merci. Là, pour ceux qui s'interrogent, on parle des spirales ascendantes en Suisse. Voilà, donc, on a des Suisses en ligne, là. Chantal, y a-t-il d'autres spirales que le mont Saint-Michel en France? Oui, il y a d'autres spirales. Il y a des spirales doubles aussi. Évidemment, il y a le Bougarach, que vous savez. Les spirales importantes, j'ai nommé Vesley la semaine dernière. Chartres, évidemment, sont des spirales importantes. J'ai nommé Lourdes comme spirale de guérison. Et il y en a d'autres. Il y a vraiment des spirales qui sont de première importance. Il y en a qui sont aussi puissantes, moins importantes. Là, vous faites appel à ma mémoire. Je circule en France, il y en a beaucoup. Le Puy du Dôme, en Auvergne, est une belle spirale ascendante. Ça, c'est intéressant. Et ça a aussi des effets de guérison. C'est pas la plus puissante des doubles spirales, mais c'est une double spirale aussi. Ça, c'est intéressant. Comment maintenir son taux vibratoire élevé, même dans les lieux plus lourds et ou face à des êtres vibrants d'autres fréquences assourdissantes? Eh bien, d'abord, merci Hélène de la question. Maintenir son taux vibratoire élevé, ça signifie d'abord s'assurer qu'on élève son taux chaque jour. C'est-à-dire pas se fier qu'il reste élevé, mais faire en sorte qu'on nourrit et qu'on élève son taux vibratoire chaque jour. Ensuite, lorsque vous faites le processus d'équilibre énergétique, il y a une partie qui s'appelle nourrir, amplifier et intensifier son champ d'énergie, son champ magnétique. Le champ magnétique est la première zone, si on veut, le premier périmètre dans lequel nos vibrations sont les plus fortes. Parce que on est une source énergétique, on est une pile énergétique et nous vibrons, nous avons des émanations. Nos émanations, comme des ondes, se répercutent très loin. Toutefois, il y a une zone dans laquelle elles sont les plus puissantes, les plus concentrées. Cette zone, on peut l'amplifier. En amplifiant cette zone, donc en augmentant, intensifiant, amplifiant notre champ d'énergie, qui est aussi notre champ aurique, eh bien, ça fait en sorte que dans les lieux plus lourds ou face à des gens qui sont plus lourds, à une fréquence plus basse, on est moins éponge, c'est-à-dire que notre champ d'énergie devient suffisamment ample et intense que les effets des lourdeurs vont être généralement comme capturés ou annihilés par le champ énergétique. C'est comme si ces ondes plus lourdes vont être aplaties, vont être vraiment annulées à travers notre champ magnétique. Donc, c'est très important aussi. On élève notre fréquence d'une part et on intensifie notre champ d'énergie. Et il y a deux propositions pour intensifier le champ d'énergie. L'une qui s'appelle la fusion des trois corps, c'est de revivre chaque jour et même dépendant de ce qu'on va vivre plusieurs fois par jour, l'unification de notre trilogie âme, corps, esprit et le triangle de force, un triangle composé de faisceaux d'amour et de conscience. Alors, ces deux éléments nous permettent vraiment de nourrir, d'intensifier notre champ d'énergie. Vous les faites, par exemple, en début de jour, et si vous savez que vous avez dans un lieu qui est très, très lourd, avec des personnes qui sont
sont lourdes aussi, qui ont besoin d'aide. Si elles sont lourdes, c'est parce qu'elles ont besoin d'aide. C'est pour ça que vous allez là aussi pour pouvoir stimuler, émaner, etc. Ça, c'est important. Quand vous allez dans un lieu lourd ou que vous êtes entouré de personnes lourdes, vous avez à émaner, et non pas vous recroqueviller sur vous-même, comme si vous aviez à vous protéger. Ce sont vos émanations qui font en sorte que vous êtes moins potentiellement propice, vous n'êtes pas une cible, vous émanez, c'est-à-dire que c'est comme le soleil, vous devenez un soleil dont les rayons puissants se propagent et ce n'est pas que le soleil n'a pas besoin de se protéger parce que sa lumière est si intense que l'ombre ne s'y approche pas. C'est un peu ça. Et quand il y a de la lourdeur, je vous invite vraiment à lire ça ainsi. Les personnes qui sont lourdes, ce sont des personnes qui ont besoin d'aide, ce sont des personnes qui ne sont pas bien. Alors, c'est votre rayonnement qui favorise leur bien-être plutôt que de sentir que leur rayonnement lourd peut vous assaillir. Placez-vous dans l'autre dimension. Faites en sorte énergétiquement d'être à haute fréquence, d'être bien avec vous-même, de sentir et de savoir qui vous êtes et d'émaner comme un soleil, et vous allez aider ces personnes dans votre environnement. Alors, Julie nous dit, le fait d'aller marcher en montagne est tellement vivifiant au Québec et ailleurs aussi. Nous avons plusieurs lieux en montagne qui nous font un grand bien car nous ne sommes pas toujours proches des monts à haut vibrant. Oui, bien sûr, vous avez raison, Julie. On n'est pas toujours sur le mont Mégantic, il est très loin, et le mont Albert sont deux monts qui sont très, très, très loin. Au Québec, dans des extrémités du Québec. Et il reste que, il n'y a pas que ces monts-là. Je parle de spirales extrêmement puissantes. Il y a les spirales que vous créez, puis il y a des endroits où les gens ont créé de magnifiques spirales, mais il y a aussi vraiment toute la nature québécoise. C'est la même chose en Suisse. Alors, il y a vraiment des montagnes extraordinaires, vous le savez, je n'ai pas besoin de convaincre les Suisses de tout ça. Marcher en montagne pour se ressourcer, c'est extraordinaire. En France, c'est pareil, on fait dans tous les pays. Voilà. Merci, Julie. Julie nous parle de le mont Grand Morne dans Chaudière-Appalaches. Je ne le connais pas, je le prends note, le mont Grand Morne. Merci. Maria nous dit donc que le mental peut agir différemment si nous avons guéri nos blessures. Il sera plus positif. Donc, l'esprit pourrait choisir la meilleure place pour moi, mais pas nécessairement la maison physique de mon mental. Et pas nécessairement aussi belle que je voulais. Oui, en fait, vous apportez un point qui est intéressant. Plus il y a une libération de l'être, plus l'être est à haute fréquence, plus il s'est délesté de ses difficultés, et plus son mental peut devenir libre aussi et être un collaborateur extraordinaire. Katia nous dit, à chaque fois que je fais un bond en avant, je fais de grosses insomnies qui m'épuisent et me font retomber à chaque fois, à moins que rien, jusqu'à ce que je me relève à nouveau. Puis à chaque fois que je retrouve grâce et gratitude au quotidien, les insomnies sont à nouveau là que je dois faire. Alors, voilà, je comprends qu'à chaque fois que vous sentez que vous faites un bond évolutif, il se produit des insomnies. Donc ça, c'est tout de même assez précis, assez intéressant dans le sens où ça, il y a comme l'insomnie qui se présente comme un saboteur. Alors, l'insomnie est pas un élément extérieur. L'insomnie est générée par vous, elle est générée par une tension, par une nervosité, par un malaise. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand vous faites ce que vous appelez votre bond en avant, c'est de bien vous ressentir, à savoir que vous faites votre bond. Est-ce que vous avez l'impression, par moment, par exemple, de créer un écart avec votre conjoint, avec vos amis, avec votre famille? Ça se produit relativement souvent. C'est peut-être pas votre cas, là. Je fais des hypothèses. Hein? Il y a même des gens qui hésitent à vivre des transformations, donc qui ralentissent leur évolution, parce qu'ils ont l'impression que ça va les éloigner de leurs amis, leur famille et même de leur vie. Alors, le bond en avant,
qui est stimulant pour vous, est-ce que consciemment ou subtilement, vous donne l'impression que vous vous éloignez d'une vie que vous aimiez, d'une part, ou bien vous donne l'impression que vous êtes peut-être pas à la hauteur pour le maintenir. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la peur? En fait, des éléments qui sont à l'encontre du processus évolutif, qui génèrent soit peur d'un sens ou de l'autre, qui entraînent un sabotage. Ça, c'est ce que vous avez observé. Alors, quand vous, même avant de vivre le prochain saut, comme vous le nommez, c'est de voir si à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui veut résister. Qu'est-ce qui veut résister? Est-ce qu'il y a des attaches, par exemple? Est-ce qu'il y a des attentes de l'extérieur qui vous retiennent? Est-ce qu'il y a des peurs d'être... Certains me disent quelquefois d'avoir une vie plus ascétique dans l'évolution, de perdre certaines joies, certains plaisirs du quotidien. En fait, j'essaie de voir avec vous comment vous pourriez identifier l'élément qui cause ce sabotage. Si vous n'y arrivez pas, eh bien, durant les moments d'insomnie, je vous invite à vivre le dialogue avec les cellules pour demander à tout votre être, à toutes vos cellules, qu'est-ce que cette insomnie veut vous faire comprendre? Qu'est-ce qu'elle veut vous amener à transformer? Et durant les moments d'insomnie, au-delà du dialogue avec les cellules, observez est-ce qu'il y a quelque chose qui résiste à ce bond en avant? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose? Et là, vous allez toucher l'élément source de vos insomnies. Voilà. Courage. Où puis-je trouver le bilan de vie? Nous dit Evelyne. Le bilan de vie est un atelier. Vous allez sur le site symphonie.life et vous regardez dans les ateliers, dans l'univers de Pierre Lessard ou la symphonie de Pierre Lessard. Vous allez là, vous allez voir tous les ateliers et puis vous allez trouver le bilan de vie. Peut-être que Joanne qui est en ligne va pouvoir vous donner directement le lien direct, là, si vous regardez les prochains messages. Jovette nous dit, le Mont-Royal, Montréal, est-il le seul lieu énergétique? Non, ce n'est pas le seul lieu énergétique. J'ai parlé de l'oratoire la semaine dernière comme spirale de guérison. Le Mont-Royal est un lieu énergétique. Voilà, avec l'oratoire. Après ça, il y a des lieux énergétiques qui sont intéressants. À Montréal, je fais le tour de l'île, là, parce que Montréal est une île. Je parle aussi pour les Européens. C'est une île... Oui, les lieux énergétiques plus puissants au Québec sont plutôt à l'extérieur de l'île. Par exemple, le Mont Saint-Hilaire est une spirale ascendante qui est vraiment intéressante, qui n'est pas très loin de Montréal, 30-40 kilomètres environ. À Montréal, actuellement, il m'en vient pas d'autres. Évidemment, il y a des lieux énergétiques créés par les êtres humains. Donc, chaque être humain qui crée un centre ou qui crée un centre de méditation qui est très vivant, bon, va y créer normalement une spirale ascendante. Voilà. Je vais prendre encore une ou deux questions pour terminer parce que notre journée se termine. Alors, il y a Marie-Christine qui nous dit « Je traverse une période si particulière inscrite à une formation dont je rêve depuis 3 ans. Et arrivé sur le lieu, je suis testé positif COVID. Quel questionnement, quelle frustration. » Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes dans une formation dont vous rêvez depuis 3 ans, c'est une formation qui est sûrement d'un certain temps, il y a sûrement des moyens de ne pas vous laisser abattre par la COVID. La COVID, c'est quelques jours évidemment de faiblesse, etc. Mais je suis certain que ça n'a pas à couper votre formation.
Alors, on va s'arrêter maintenant. Je remercie, il est passé 2 heures. Merci à tout le monde qui est présent. Merci à vos questions stimulantes, intéressantes. Je suis toujours captivé, je pourrais faire ça tout le temps. Il y a des moments pour s'arrêter. Je vous rappelle que la rediffusion sera dans Amour et conscience ou Rendez-vous avec Pierre Lessard. Je vous rappelle la semaine prochaine notre rendez-vous déjà pour Unis pour l'humanité à 18 heures en Europe et 12 heures au Québec, et suivi de Rendez-vous avec Pierre Lessard, 18h30 en Europe et 12h30 au Québec. Vous êtes bienvenus, invitez vos amis. C'est offert, c'est gratuit, c'est pour qu'on soit ensemble, c'est pour qu'on soit unis, unis aussi dans des pistes de transformation amoureuses et conscientes. Alors, j'essaie de faire en sorte que c'est pas ésotérique. S'il y a quelque chose d'énergétique comme les spirales, je les explique. La semaine prochaine, Unis pour l'humanité, on va faire vraiment un immense champ d'amour. On va se faire un immense champ d'amour. Alors, on va semer des graines, mais de façon abondante. Alors, plutôt que de semer des insecticides sur nos champs, on va semer des graines d'amour. Alors, soyons ensemble et puis après, on va se parler d'amour dans Rendez-vous avec Pierre Lessard. Merci à tout le monde d'être là. Je vous embrasse, je vous aime et à très bientôt. Je remercie aussi les gens qui nous aident. Joanne qui est là pour vous aider en ligne, Isabelle qui est là aussi pour orienter tout ça, Christine qui est là pour vous aider. Vous allez la voir apparaître en ligne. Si vous avez besoin d'un accompagnement psychospirituel, il y a des gens qui vont s'ajouter, donc Christine Falaise, où que vous soyez dans le monde, qui peut vous accompagner exactement dans l'orientation des enseignements que je transmets ou des guidances aussi. Alors, merci tout le monde et à très bientôt. Au revoir.